Soudan, 2 millions d'habitants sont revenus à Khartoum, une capitale encore sinistrée. En Afrique du Sud, les manifestations anti-migrants font poser un risque sur l'économie. Voilà l'essentiel des titres. À présent, le journal. Merci de choisir TPT+, pour vous informer. Ouvrons ce journal. Souvent peu connu du grand public, le trouble de la personnalité borderline peut profondément affecter le quotidien des personnes qui en souffrent. Difficulté à réguler les émotions, peur intense de l'abandon, relations instables ou comportements impulsifs. Ce trouble psychique reste encore difficile à identifier et fait l'objet de nombreuses incompréhensions. Prince Charlie Chikaya se penche sur la question dans ce reportage. Derrière certains comportements parfois perçus comme excessifs ou imprévisibles peuvent se cacher des difficultés psychologiques importantes. Le trouble de la personnalité borderline se caractérise notamment par des perturbations dans la gestion des émotions, l'image de soi et les relations avec les autres. Dans les situations les plus sévères, ce trouble peut être associé à des épisodes d'automutilation ou à des pensées suicidaires. Pour certains, vivre avec ce trouble représente un véritable parcours d'errance avant d'obtenir une explication adaptée. Le trouble de la personnalité borderline n'est pas une fatalité. Avec un suivi approprié et un environnement bienveillant, les personnes concernées peuvent apprendre à mieux gérer leurs émotions et construire des relations plus équilibrées. Briser le silence autour de ce trouble constitue ainsi une étape importante pour améliorer son identification et l'accompagnement des patients. Au-delà de la prise en charge médicale, l'enjeu reste également celui du regard porté sur les personnes concernées. Ce 11 juillet est la journée mondiale de la population, célébrée chaque année pour sensibiliser le public aux enjeux démographiques et à leur impact sur le développement durable, la santé, l'éducation et l'égalité des sexes. Un récit d'Elios Wabé. La Journée mondiale de la population a été instaurée en 1989 par les programmes des Nations Unies pour le développement, PNUD en sigle. Son origine remonte au 11 juillet 1987, date symbolique où la population mondiale a atteint 5 milliards d'habitants. Face à cette croissance rapide, les Nations Unies ont souhaité instaurer une journée de sensibilisation pour encourager les gouvernements et les citoyens à réfléchir aux défis démographiques et à promouvoir des politiques adaptées aux besoins des populations. L'objectif principal de cette journée est d'attirer l'attention sur des questions démographiques et leurs répercussions sur le développement durable. Parmi les enjeux abordés figurent l'accès à la santé reproductive et aux droits des femmes, l'éducation et l'autonomisation des jeunes, la lutte contre la pauvreté et les inégalités, l'impact de la croissance démographique sur l'environnement, les migrations et les dynamiques des populations. Pour votre information, en 2022, la population mondiale a franchi le seuil de 8 milliards d'habitants selon les estimations des Nations Unies et devrait atteindre 9,7 milliards d'ici à 2050. L'Afrique est le continent dont la population croît le plus rapidement avec une projection de 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050. En 2050, près de 70% de la population mondiale vivra en milieu urbain, accentuant les défis liés à l'urbanisation et à l'accès aux infrastructures. L'espérance de vie mondiale a augmenté, passant de 64 en 1990 à environ 73 ans en 2023. En 2026, la population de la République du Congo est estimée à environ 6,6 millions d'habitants. Notre pays se caractérise par une forte concentration urbaine de plus de 70% et une population très jeune dont l'âge médian se situe sous la barre de 19 ans. Brazzaville et Pointe-Noire concentrent à elles seules plus de la moitié des habitants. Le Congo enregistre une croissance annuelle dynamique estimée à plus de 2%. Le thème de la Journée mondiale de la population pour l'année 2026 est concrétiser les espoirs et les aspirations des jeunes aujourd'hui et pour l'avenir. Ce thème retenu par les Fonds des Nations Unies pour la population met en lumière les attentes des jeunes adultes d'aujourd'hui en matière de relations, de vie de famille et d'avenir.
Restons dans la célébration. Les constitués du département de la Sanga, sous la supervision du préfet du département, Édouard Denis Okuya, ont procédé le mardi à 7 juillet à la célébration différée de la journée de la levée des couleurs et l'exécution de l'hymne national. C'était en présence des nouveaux chefs de service affectés à la direction départementale des douanes et des droits indirects de la Sanga. Les précisions avec Blaise Ibika. Le premier lundi du mois, journée citoyenne, consacré à la levée du drapeau et l'exécution de l'hymne national, symbole de la République, a été célébré en différé ce mardi 7 juillet à cause de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville de Ouesso ce dit lundi. Proclamons l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise, que jamais. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Vivons pour notre travail, progrès. Au niveau protocolaire, cette cérémonie a été marquée par la présentation des nouveaux chefs de service affectés à la direction départementale des douanes et droits indirects. Le préfet du département de la Sanga, Édouard Denis Okuya, en a profité pour informer les corps constitués sur les bons comportements de respect des délais d'autorisation d'absence, de bonne tenue vestimentaire et de l'opération de salubrité qui devra mobiliser toutes les forces vives tous les prochains samedis jusqu'au samedi 8 août 2026 avant le 15 août prochain, date de la célébration de la fête de l'indépendance nationale. Nous sommes le 7 juillet aujourd'hui. On est à mi-parcours de l'année. Mais aujourd'hui, je vais surtout parler du 15 août qui approche. Tout à l'heure, je vais signer une ordre de service qui va mettre des commissions pour travailler. Nous voulons que cette fête, que la Sanga puisse briller. C'est pourquoi, quand la Sanga doit briller, elle doit briller aussi depuis le centre. J'ai constaté depuis belle lurette, et les services me l'ont souligné ici, que le premier samedi du mois pour la salubrité devient vraiment comme mis dans les tiroirs. Pour ce qui va se passer, je vais dire, je vais vérifier et je vais mettre des services dessus. Le 25 juillet, le 1er août et le 8 août, ça va être comme le premier samedi du mois. Notre ville doit être belle. Vos services doivent être vraiment clean. Donc pendant 3 samedis d'affilée, on doit travailler pour que la ville soit belle, qu'on revienne avec les bonnes habitudes qu'on avait au départ. Ça, je tiens à ça. Je vais travailler avec les services de la mairie et avec tout le monde. Chacun de nous faire le point. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça va marcher? Il faut remettre les pendules à l'heure et redémarrer. Si on peut rattraper, on rattrape. Donc je tiens à cela parce que c'est important pour qu'on sache qu'on a avancé. Si chaque fois on fait votre bilan, on ne sait pas qu'on a avancé. Alors, je m'adresse plus particulièrement aux directeurs départementaux. J'ai l'impression que c'est devenu une maladie. Malgré que j'avais tenu en 2025, j'étais un peu dur avec vous, mais je me rends compte que ça reprend. Les demandes d'absence. Je vous avertis, d'ici décembre, je vais faire passer ça vraiment pas une fin. Ne soyez pas surpris que je refuse que nous demande d'absence pour aller quelque part. Sinon, il faut justifier. Mort d'homme, maladie, joindre le papier. Sinon, ça va être difficile cette fois-ci. Parce qu'on nous le reproche depuis la hiérarchie. La dernière chose que je vais dire, je le dis souvent quand j'ai des réunions avec les directeurs départementaux, j'ai l'impression que beaucoup d'hommes ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont, pourquoi ils sont là. La vulgarité que vous affichez même dans la cité, c'est incroyable. Vous oubliez que vous êtes là, parce que c'est des ministres provinciaux. Dans d'autres pays, on appelle des ministres provinciaux. Et vous êtes des provinces de l'État quelque part. Chacun de vous, dans le département ministériel. Donc vous représentez votre ministère et vous représentez l'État. Mais le comportement dans la cité, le comportement dans vos services, que va laisser à désirer. Et je vais aller plus loin, même dans l'accoutrement. Il y en a qui pensent qu'ils vont au marché, il vient au boulot, il est comme s'il allait au marché. Non, vous êtes un homme de l'État. Vous recevez le public. Vous représentez un ministre, vous représentez l'État là où vous êtes. Il faut une certaine présentation quand même. Il y en a qui viennent, qui pensent qu'ils sont... je sais pas, il va voir son parent au quartier ou comment. Non. Moi, je suis fier de la police, la force publique et les douaniers. On les reconnaît tout de suite. Et nous, même s'il n'y a pas tenu comme eux, mais quand même, soyons un peu fiers, soi-même d'ailleurs. Faisons un peu des efforts de ce côté. La célébration de cette journée citoyenne de la levée du drapeau s'inscrit dans le cadre de la préparation de la célébration du 56 ans de l'indépendance du Congo.
Revenons à Pointe-Noire, dans l'arrondissement numéro 4, Luandili, au quartier Mbota Carlos, où l'avenue Ernest Kombo est devenue dans un état de dégradation très avancé. Cette voie qui est censée être un raccourci est devenue un sujet de détresse pour la population. Un reportage de Brady Marden et Francky Premier. L'avenue Ernest Kombo, au quartier Mbota Carlos, dans le 4e arrondissement Luandili, à hauteur du carrefour au pont, est dans un état de dégradation avancé. Le long de cette avenue est marqué par d'immenses nids de poules, des caniveaux bouchés, par des eaux stagnées et des déchets qui rendent la circulation particulièrement difficile et bien plus en saison pluvieuse, comme le témoignent les usagers de cette avenue. Je veux suggérer le problème, il est vraiment déplorable. Déplorable pourquoi nous avons une grande difficulté, il y a vraiment une masse de difficultés ici pour déjà quand vous voyez déjà l'état, pour emprunter, pour prendre même un client en amont jusqu'en aval, c'est tout un problème. Donc vraiment je ne sais pas comment est-ce que je vais m'adresser aux députés de la zone, le responsable de la zone, lui qui est le responsable de la zone, de vouloir voir d'abord ce problème. Parce que ce problème nous mine vraiment. C'est vraiment une difficulté qu'on a de tous les jours. Donc pour traverser là, c'est tout un problème, surtout quand il y a la pluie. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Donc vraiment, j'implore vraiment la volonté des dirigeants vraiment de nous aider. Parce que ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Nous sommes dans un pays d'État, nous sommes dans un pays pétrolier et des circonstances comme ça, ça nous arrange pas. Ça nous arrange pas. Si c'est la pluie, vraiment c'est bizarre. C'est bizarre. Vous voyez, le véhicule ne passe, il n'y en a pas. Le véhicule ne passe pas. Il y a même les piétons là pour passer, il faut se lever. 500 fois pour passer ici. 500 fois, on vous met au dos, on vous traverse de l'autre côté. Pour prendre le transport, vraiment difficile. Il faut encore contrôler par quartier pilote. S'il n'y avait pas les délais de quartier pilote là, vraiment, le quartier est vraiment dégoûtant. Vraiment. C'est vraiment bizarre. Bien que la municipalité de Pointe-Noire a engagé de vastes opérations de réhabilitation des infrastructures, des travaux de canalisation dans certains axes de la ville océane, cette situation en Mbota Carlos reste très critique. Bon, pour moi, pour cette avenue-là, ça me fait mal. Ça me fait tellement mal parce que les gens qui sont censés venir arranger cela ne gèrent pas. Parce que là, il y a des accidents qui arrivent souvent. Souvent, on a des accidents. En une journée, on peut avoir au moins 2 ou 3 voitures qui peuvent se bloquer ici. Donc nous, ça nous fait mal vraiment. Sachez qu'ils viennent ici, ils viennent arranger, ils viennent nous aider parce que là, on ne peut pas. Ils viennent nous aider, vraiment, ils viennent nous aider. Ça fait très mal de voir une si grande avenue comme ça, là, se gaspiller. Vraiment, nous prions, je mets plus à l'oreille à l'État congolais. Vraiment, cette avenue, c'est une très bonne avenue. Ça aide beaucoup de gens à se déplacer. Les gens qui proviennent, je ne sais pas, de Monkamba, Tchister, dans les quartiers périphériques là, vraiment, ils se déplacent pas mal ici. Pendant ce temps, il y a sur l'avenue de Tchister, l'avenue principale, là, il y a l'embouteillage là-bas. Il y a des fois les gens catisent pour prendre les déplacements pour passer. Mais franchement, ça fait très très mal de voir une grande avenue comme ça se gaspiller. L'État congolais, vraiment, prenez cette avenue en charge. Parce que là, tous les habitants du quartier ont du mal à se déplacer. La résolution de ce problème est un processus. Aux autorités compétentes d'avoir un regard particulier sur cette avenue qui devient aussi indispensable pour la circulation des véhicules et des personnes. Dans plusieurs quartiers de la ville océane, l'eau se fait rare. Cette rareté d'eau pousse les ménages à se tourner vers les forages privés, une dépense qui n'était pas prévue et qui pèse lourd dans le budget des familles. Monica Ruthben et Francky Premier. Plusieurs ménages des quartiers de la ville océane sont frappés par le syndrome du robinet sec. Entre coupures intempestives et rareté d'eau au robinet, ils vivent une véritable énigme et ce, parfois depuis plusieurs années. Faute d'eau au robinet, les Ponténégrins se tournent vers le plombier, les forages privés. Ici, un bidon d'eau coûte 150 francs, y compris le transporteur. Une dépense quotidienne qui pèse lourd dans le budget des familles déjà menacées qui sont même obligées de réduire leur ration alimentaire. La bête a même 4 ans. 4 ans, 5e année, il y a eu. Parce que quartier, la bête. Mais je sais qu'on a un forage et puis Béninois, il y a Awa,
mais au moins 3 4e jour on kera fita yebet mazna ko bakaka peut-être qu'on a na forage na isna côté zana mayaka kuneni kumbet ke bakaka maza kuno il parfois bet que soit 1500 10 bidons 1500 5 bidons bet que na 600 ya ko pesa donc d'aller d'arranger ve maman parce que peut-être que na tala vrai pas si parfois que se privé même na kusumbulo sa babana mais il faut maza ya kunwa ya kusukunwa bilele na kupesa bana ya kunwa dans que tala bet que na tala vrai pas si. Manger moins pour se procurer de l'eau en attendant une solution durable, un choix quotidien presque obligatoire. Car cuisiner ou faire la lessive, pour ne citer que cela, sans eau, c'est une mission impossible. Face à cette situation insoutenable, cette dame lance un cri d'alarme aux autorités compétentes. Non, il faut pas y dire que le béton, maza, mais par rapport au monde à chaque trimestre, on futaka. Mais il faut pas y dire que le béton, il dit que baban tient qu'il na pompe, béton il dit que béton futa ba maza béton béton kuzwa maza béton. Bon ba facture ba vendre pesa na ta ba facture sans maza. Bet vani refoulé que ba bet qu'on a tina bas agence tina katia ba bet maisons non bet len fout maza tant que bet que na recevoir ve maza ta zoa ve maza len fout ve maza ça qu'il faut qu'on a sumba kaka ba maza ba faut 3 saina kaka dia ba bana me fonga sumba kaka maza na yao parce que maza que ne sere ngame ko sumba ve ya wa façon ko sala kanina bet que na kona dépenser. La rareté d'eau dans certains quartiers a transformé l'eau en un produit de luxe. Avec les dépenses, certains ménages ne tiennent que grâce à la solidarité des autres qui leur procurent de l'eau par abonnement mensuel, comme nous l'a confié une citoyenne hors caméra. En attendant une solution de la LCDE, organe habilité de distribution d'eau, les populations espèrent juste le retour de l'eau au robinet. L'impatience et l'incompréhension sont le lot quotidien des commerçants du marché de Ndindi qui attendent l'ouverture du dit marché puisqu'ils ne supportent plus les conditions de vente actuelles aux abords de cet édifice. Entre impatience et espoir d'une prochaine ouverture du marché de Ndindi, ex-grand marché, un reportage d'Elios Boabé et Pejingoma. C'est le vécu quotidien des vendeurs et vendeuses qui squattent les abords du marché Ndindi, ex-grand marché, afin d'écouler leurs marchandises. Car, jusqu'à présent, cet espace commercial n'a pas encore été ouvert au public. L'impatience, l'incompréhension et la colère de ces derniers vont bientôt trouver la solution si l'on y croit la résolution prise lors des travaux de la première session extraordinaire du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire tenue du 30 juin au 7 juillet 2026, statuant sur l'affaire numéro 4 relative au projet de délibération fixant les conditions d'attribution des étals au grand marché ou encore marché Ndindi en s'appuyant sur les dispositions de la délibération numéro 39/96 du 12 octobre 1996, comme nous l'explique le distingué conseiller départemental Aimé Sylvestre Mbenze. La procédure est déjà engagée puisque nous avons fait sortir les listes de ceux qui doivent occuper le marché. Ceci a été conditionné par le paiement d'un montant. Nous constatons simplement que c'est à compte-gouttes que les gens viennent payer. Les gens viennent payer à compte-gouttes. On ne va pas quand même installer les gens tels que les gens sont en train de payer. C'est pourquoi nous estimons qu'il faut que ceux-là qui ont été listés, dont les noms sont sortis, qu'ils viennent payer. Parce qu'on s'est mis un délai. Dépasser ce délai, nous allons revendre les tables à d'autres personnes. Quand ceci va se faire, eh bien, tout naturellement, on va ouvrir le marché, mais ça ne va pas dépasser septembre. Ça ne va pas dépasser septembre. Hein? On pense quand même qu'avant le 15 août, on sous-entend que le bureau exécutif sera opérationnel. Mais ce qui nous freine, c'est qu'il y a des citoyens dont les noms sont sortis sur la liste, mais qui ne viennent pas payer. Alors, on prend suffisamment de temps. Vous savez que nous faisons sur le social. Nous prenons suffisamment du temps pour persuader les gens à venir payer. S'ils existent, c'est bien. S'ils n'existent pas, bien on s'est mis une marge, dépasser cette marge, et puis on va revendre les tables à d'autres compatriotes qui ont bel et bien besoin de tables. Et c'est sûr qu'on ira très vite. Nous pensons simplement que nos citoyens
qui vont avoir des tables au marché, ils vont vendre. Et puis les taxes sont connues. Il y a on paye les taxes journalièrement et puis mensuellement par rapport à l'occupation de la table. À propos de l'assainissement des marchés domaniaux, le distingué conseiller nous édifie sur ce projet de délibération autorisant le bureau exécutif à signer un contrat de délégation de services publics avec la société Entreprise Générale des Travaux. Pour l'instant, nous avons donné à un opérateur économique pour gérer simplement les questions d'assainissement. Parce que nous pensons qu'au niveau de la ville de Pointe-Noire, les travailleurs de la mairie, il n'y a pas de manœuvre. Les gens qui doivent curer les caniveaux, ils n'ont pas été embauchés à la mairie. Au niveau de la mairie, nous n'avons pas des gens qui doivent soulever les pelles, ainsi de suite, pour curer les caniveaux. Donc, il nous faut forcément avoir une entreprise, n'est-ce pas, qui doit gérer les questions d'assainissement. Même si nous avons une direction d'assainissement, il n'y a pas 100 travailleurs. Donc, il ne peut pas occuper un marché de plus de 5000 places. Attendons voir, dans les prochains jours, la concrétisation des dites recommandations pour que ces commerçants retrouvent leur espace de prédilection et que, par la même occasion, les acheteurs découvrent ce bijou qui vient redorer le blason et goûter à la modernisation d'un des marchés domaniaux de la ville de Pointe-Noire. Parlons sport dans ce journal. 42e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe handball à Kinshasa 2026. Les clubs congolais engagés dans cette compétition se sont distingués par 2 victoires, dont celle de l'Étoile du Congo chez les hommes et l'As Otoyo chez les dames, sans compter le revers de HBD et Kali. Prince Charlie Chikaya revient sur les rencontres disputées en République démocratique du Congo. Suivez. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit un adage. Si l'As Otoyo et l'Étoile du Congo l'ont bien compris, ceci n'est pas le cas du HBC Kali. En effet, 3 clubs congolais sont engagés à cette 42e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe de handball qui se joue du 9 au 14 juillet 2026 au gymnase jumelé du Stade des Martyrs en République démocratique du Congo. Si l'Étoile du Congo en homme n'a pas pardonné l'As Police de la RDC en lui infligeant une défaite de 30 buts à 19 et bien lancé leur compétition, ça a été aussi le cas de l'As Otoyo qui a bénéficié d'un renfort de taille dont celui de l'ancien sélectionneur des Diables Rouges Younes Tasbi et de la cadre des Diables Rouges Fronta Diagouraga. Elles se sont imposées sur un score sans appel face à Mazembe de la RDC 37 buts à 19. Les choses se sont mal déroulées pour les dames du HBC Kali. En effet, les Congolaises de Kali ont été battues d'entrée dans cette compétition par héritage de la RDC sur un score de 39 buts à 28, avant de voir leur deuxième rencontre tourner en véritable leçon d'handball. Elles n'ont eu que leurs yeux pour constater les dégâts face aux dames expérimentées du Petro Atlético d'Angola. Score final 49 buts à 10. La compétition poursuit son cours. Les clubs congolais étant bien lancés, reste juste à croire que le sacre sourira enfin au Congo. Menées à la mi-temps par le FAP du Cameroun, 16-14, les dames de l'As Otoyo se sont imposées sur un score de 24 à 23 lors de leur deuxième sortie. Et l'Étoile du Congo a été battue lors de leur deuxième sortie par le Moutanda du Maroc sur un score de 30 à 21. Poursuivons ce journal. Hors de nos frontières, un an après la reprise de la capitale par l'armée soudanaise aux forces paramilitaires, plus de 2 millions de déplacés ont regagné Khartoum. Mais derrière les signes d'un retour à la normale, la ville reste profondément meurtrie. Suivez. Un an après la reprise de Khartoum par l'armée soudanaise, la capitale tente de se relever, mais le retour à la normale reste encore une promesse lointaine. Sur les 5 millions d'habitants qui avaient fui la ville depuis le début de la guerre civile en 2023, plus de 2 millions ont regagné leur foyer. Un retour souvent dicté par la nécessité alors que les conditions de vie demeurent extrêmement difficiles. Dans les rues de Khartoum, les traces des combats sont encore visibles. Des quartiers entiers restent privés d'électricité. Les frappes de drones menées par les forces paramilitaires contre les infrastructures électriques continuent de perturber l'approvisionnement. Selon les autorités locales, la capacité énergétique de Khartoum ne représente plus qu'un tiers de son niveau d'avant-guerre, avec une distribution limitée à quelques heures par jour. Des quartiers entiers restent privés d'électricité, de nombreux bâtiments publics sont endommagés et des milliers de fonctionnaires attendent toujours le paiement de leur salaire.
Les autorités avaient pourtant annoncé une reprise rapide des services publics après la victoire militaire contre les forces de soutien rapide. Les ministères évacués à Port-Soudan pendant les combats doivent désormais revenir dans la capitale. Les étudiants ont également appelé à reprendre les cours en présentiel. En Afrique du Sud, les manifestations anti-migrants alimentées par le chômage et la crise économique font craindre des répercussions sur les secteurs dépendants de la main-d'œuvre étrangère. Les précisions dans ce reportage. En Afrique du Sud, la multiplication des manifestations anti-migrants fait désormais craindre des conséquences économiques majeures. Alimentées par un chômage proche de 33%, une criminalité élevée et une croissance en berne, le mouvement a conduit plusieurs dizaines de milliers de travailleurs étrangers à quitter le pays ces dernières semaines. Pour les économistes, cet exode risque de désorganiser des secteurs essentiels comme l'agriculture, la construction, les transports, le commerce ou encore la restauration qui dépendent fortement de cette main-d'œuvre. Les migrants représentent environ 5% de la population sud-africaine, mais leur contribution à l'économie est estimée à près de 9% du produit intérieur brut, soit plus de 43 milliards de dollars. Les petites supérettes de quartier tenues par des étrangers, les Spaza Shops, ainsi que des services de livraison ont déjà subi des perturbations. Plusieurs études rappellent également que les travailleurs immigrés ne remplacent pas les Sud-Africains, mais contribuent au contraire à la création d'emplois en développant des entreprises et en répondant aux pénuries de main-d'œuvre. Alors que la Banque mondiale a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour le pays, les investisseurs surveillent désormais ces tensions de près, redoutant qu'elles ne fragilisent davantage la première économie du continent africain. Et pour finir, Amnesty dénonce des expulsions de migrants américains vers l'Eswatini. L'organisation appelle Washington à mettre fin à ces transferts et exhorte les autorités eswatiniennes à ne plus y participer. Images et commentaires. Amnesty International dénonce comme illégale l'expulsion de 11 personnes des États-Unis vers l'Eswatini et accuse Washington d'une politique cruelle et raciste. Le groupe est arrivé mercredi dans ce petit royaume d'Afrique australe. Il s'agit du 4e contingent transféré depuis juillet 2025 dans le cadre d'un accord de 5 millions de dollars conclu entre Washington et Mbambane. Avec cette nouvelle arrivée, ce sont désormais 29 personnes expulsées des États-Unis qui se trouvent détenues en Eswatini. Dans son communiqué, Amnesty International dénonce les politiques migratoires de l'administration Trump et réclame le démantèlement de ce que l'organisation appelle une machine de détention et d'expulsion de masse. Les autorités de l'Eswatini disent vouloir renvoyer ces migrants vers leur pays d'origine. Un ressortissant jamaïcain et un cambodgien arrivés lors de précédents transferts. Amour, paix et joie chez vous. Vous l'avez compris, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellente suite, surtout pour la télévision plus, la chaîne du moment. La semaine prochaine, vous retrouverez Monica Routbein. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt.